Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Je pense être Bruno Lalonde, mais savons-nous qui nous sommes? On a toutes sortes d'a priori sur nous-mêmes, mais ce n'est que par la confrontation avec le réel qu'on réussit à dégager une image un peu, non pas floutée, mais au contraire, une image réelle de ce que nous sommes. La confrontation avec le réel. Aujourd'hui, je poursuis le- la châtelaine de Shenstone de Florence Barclay, le 431e de la collection Nelson. Un mot sur cet exemplaire. C'est marqué ici 25 sous au crayon feutre. À l'intérieur, à l'encre, 1 $. Et ça a appartenu à la bibliothèque Alfred Lambert Incorporée. Et ici, on a décollé la pochette où on mettait l'affiche jadis. Maintenant, tout est numérisé et on ne peut plus, contrairement aux exemplaires d'antan qu'on retrouvait dans les bibliothèques publiques, on ne peut plus retrouver les dates où les ouvrages ont été empruntés, parfois beaucoup empruntés et parfois de longues périodes sans avoir été empruntés. Personnellement, ça me fascinait beaucoup lorsque j'étais enfant de voir ces espaces, ces périodes entre l'emprunt d'un ouvrage. Pourquoi pendant des années un ouvrage n'était pas emprunté et pourquoi dans l'année suivante il était emprunté un nombre considérable de fois. J'échafaudais toutes sortes d'hypothèses qu'un professeur en avait parlé ou qu'il était l'objet d'un club de lecture ou enfin les raisons ne manquaient pas. Alors, Florence Barclay. Qui est Florence Barclay? Elle est née le 2 décembre 1862. Elle est décédée le 10 mars 1921. C'est une auteure britannique d'ouvrages sentimentaux. Elle a épousé un clergyman. Elle est devenue une femme de pasteur. Leur voyage de noces s'est déroulé en Palestine. Elle en a rapporté des souvenirs. Elle a donné des conférences aux États-Unis. Elle a fait le tour des États-Unis avec relatant l'expérience, non pas de son voyage de noces, mais de ce voyage en Palestine qui l'a beaucoup marqué. Et on y lit sur la fiche Wikipédia qu'elle a fait, je me permets de traduire, une overdose de sport. Ici, on pense à Churchill, no sport, c'était sa formule, no sport. Elle a fait une overdose de sport, elle a fait trop de sport, autrement dit, bicyclette, semble-t-il. Elle a été obligée d'être. Elle s'est retrouvée alitée et c'est là qu'elle s'est mise à écrire. Elle s'est mise à écrire un ouvrage en 1909 qui l'a fait mondialement connaître, Le Rosaire, vendu à 1 million d'exemplaires en langue anglaise. Alors, c'était quoi le Rosaire? Est-ce que j'ai pris des notes là-dessus? Non, j'ai pas pris de notes sur le Rosaire. Alors, ah oui, le Rosaire, le thème, est-ce qu'il faut être joli pour être aimé? Est-ce que les qualités de cœur finissent par apparaître au-delà de l'apparence physique aimable? Ce que je crois comprendre, c'est que Florence Barclay dit que oui, ces qualités de cœur-là finissent par transpercer de l'épiderme avantageuse de l'esthétique. Elle a été une émule d'Elizabeth Browning, qui était elle aussi un peu étrange. Elle a connu des traumatismes psychosomatiques, est devenue recluse et ce qui l'a sorti de sa réclusion, c'est la correspondance qu'elle a eue avec le poète Robert Browning. Ils se sont mariés clandestinement, le père l'a renié, l'a déshérité, se sont exilés, se sont mariés clandestinement, donc disais-je, en Italie et ils ont fait le tour de l'Europe. Finalement, un oncle fortuné elle a reçu un héritage de son oncle fortuné. Ils ont pu continuer, elle et son poète, mari, ont pu continuer à vivre ainsi. Elizabeth Browning, on lui doit ce célèbre ouvrage publié pendant l'ère victorienne, qui est une figure également emblématique de la poésie victorienne, Sonnet from the Portuguese. Alors qu'est-ce que c'est que la châtelaine de Shenstone, pour revenir à nos moutons?
Eh bien, c'est l'histoire d'une femme dont le mari est tué au front, mais tué accidentellement par un de ses frères d'armes. Et par la suite, la dame en question ne veut pas connaître l'identité de l'assassin involontaire de son mari, même si elle reçoit chez elle les compagnons d'armes de son mari. Elle ne veut pas le connaître, elle ne veut pas savoir qui a commis ce meurtre accidentel. Mais cependant, lors d'un séjour dans une auberge, elle le rencontre sans savoir que c'est lui, et il la sauve d'une noyade. Et par la suite, eh ben, ils comprennent tous deux quelle est la veuve. Lui, il comprend quelle est la veuve du soldat qui l'a tué, et elle, ben, elle comprend qu'il est celui qui a tué son mari. Et lui hésite à la marier, il tombe amoureux, il hésite à la marier, et finalement, une amie proche réussit à les convaincre que c'est un mariage, finalement, qui peut avoir lieu. Lui, c'est un aristocrate écossais, très fortuné. Et ce que je vais vous lire, et je vais conclure là-dessus aujourd'hui, c'est les dernières pages de cette... ah oui, un petit mot aussi, j'ai oublié de vous dire, que ça a été traduit par Élisabeth de Saint-Second. Qui est Élisabeth de Saint-Second? Je ne sais trop, j'ai fait quelques petites recherches ici, là, et je n'ai seulement trouvé qu'elle a été la traductrice d'une adaptation d'un ouvrage de Concordia Merrill, C'est toi que je cherchais, ouvrage pour lequel elle a obtenu le prix de l'Académie française en 1940. Oh, que d'érudition je fais preuve ici, jour après jour. Mais vous avez sans doute compris que c'est une érudition fraîchement acquise qui va sans doute disparaître assez vite dans mon esprit, car ce n'est pas, à mon sens, de la véritable culture. La véritable culture, hein, je peux peut-être m'épivarder un peu là-dessus, c'est celle qu'on refait inlassablement. Connaître 3-4 auteurs à fond, les connaître vraiment, vivre avec eux, c'est à mon sens la véritable culture. Être nourri d'eux, se repaître d'eux, se laisser influencer par eux, accepter de laisser notre esprit être pétri par ces influences-là. Ces auteurs-là, dans la vie d'un véritable lecteur, ne sont pas d'un lecteur qui lit vraiment, c'est-à-dire qui ne lit pas pour se distraire, ni pour passer le temps, ni pour faire preuve d'une fallacieuse érudition. Eh bien, ces lectures-là ne sont pas en grand nombre, ces lectures-là qui nous transforment existentiellement. Elles sont... Michel Déon disait qu'on ne lit qu'un seul livre, Si j'avais, moi, à vous confier ce seul livre-là, et ce ne sera pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, ni celle de demain, parce que je continue avec la collection Nelson, c'est Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, lu en 1968 à l'âge de 7 ans. Je raconterai ça, j'ai déjà dû raconter ici. Alors, je vous lis le dernier passage, en fait, de la châtelaine de Shenstone, la conclusion. Qu'écrirons-nous? Le hall de l'auberge de la tête de Sarrazin parut tout familier à Jim Hurt et à Mira quand ils s'y retrouvèrent ensemble, regardant autour d'eux à leur arrivée. Jim avait eu à cœur d'amener là sa femme le soir du jour de leurs noces. Ils avaient en conséquence quitté Londres immédiatement après la cérémonie, dîné en route, et maintenant ils se tenaient là où, si souvent, à la clarté de la lampe, près de la table de marbre, il s'était dit « Bonsoir ». « Oh, cher Jim », murmura Mira, rejetant en arrière son manteau de voyage. « Comme tout ceci paraît naturel. Regardez la vieille horloge, 10h05. La procession des demoiselles Murgatroyd vient de monter cérémonieusement il y a juste 4 minutes. Regardez la tête de cerf et le bois au sommet duquel vous accrochez votre casquette. Mira, oui, mon aimé. Oh, j'espère que
les Murgatroyd seront encore ici. Regardons dans le livre. Oui, voyez, voilà leur nom, avec leur date de leur arrivée. Celle du départ ne s'y trouve pas. Et, oh, mon aimé, voici Jim Hurt, comme je l'ai vu écrit pour la première fois, et juste au-dessous, Madame O'Mara. Comme je me souviens d'avoir, du tournant de l'escalier, donné un coup d'œil pendant que vous lisiez le nom, et regrettant ma mauvaise écriture, vous aurez le temps maintenant, Jim, de me tracer des modèles. Mira. Oui, ami, oui, je vais grimper en haut 5 minutes et déballer, puis je viendrai vous rejoindre au bosquet de chèvrefeuilles, et je vous tiendrai compagnie pendant que vous fumerez. Nous n'avons pas à nous inquiéter de monter tard, parce que les chères dames, ignorant notre venue, n'auront pas laissé leur porte ouverte. Mais Jim, si tard que ce soit, il faut que vous jetiez vos chaussures dans le passage, afin de battre tout d'un coup le cœur de Miss Susanna. Mira, écoutez-moi, ma femme. Oui, darling, je comprends, mais je suis sûr que la bonne tante est en vigie dans son petit bureau au bout du couloir, et Polly finit d'arranger notre bagage en haut, et je la devine suspendue sur la rampe de l'escalier. Soyez un peu patient, mon Jim. Écrivons notre nom dans le livre des voyageurs. Qu'écrirons-nous? Il faudra éventuellement leur révéler votre personnalité. Pensez, quelle sensation pour Miss Murgatroyd, mais pour une fois, je vais écrire le nom sous lequel j'ai eu plus vivement le désir d'être connu. En souriant gaiement à son mari, elle inclina son heureux visage vers la table, le détournant un moment des yeux d'adoration tournés vers elle, et la nouvelle comtesse d'Ert et Monthet prit la plume sans prendre le temps d'enlever son gant et écrivit sur le livre des voyageurs de la tête de Sarrazin de sa belle et claire écriture, Madame Jim Hurt. Fin. Ouais. Vous avez compris, le ton aussi, et c'est assez inimaginable d'imaginer une telle histoire. Imaginons qu'on se retrouve quelques années après la guerre du Golfe 2 et que lors d'une manœuvre douteuse à Mossoul ou à quelques bourgades d'Irak, un soldat américain tue par mégarde un de ses frères d'armes et la veuve, ne souhaitant pas reconnaître l'identité de l'assassin de son mari, eh bien, le retrouve par hasard dans une chambre d'hôtel à Québec et qui finissent par tomber amoureux. Oui. Est-ce que j'ai envie de le lire? La réponse est non. À mon avis, je ne sais pas aujourd'hui si on relit l'œuvre de Florence Barclay, mais je ne crois pas. Je pense que sa place est bien installée au purgatoire elle aussi. Alors demain, je vais vous parler de Edmond Abbott ou Abou, les mariages de Paris. On va aller voir si c'est une traduction. Eh bien non. Et c'est avec une introduction d'Émile Faguet de l'Académie française, les mariages de Paris d'Edmond Abou. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne numéro 2. Je tente toujours de retrouver ma première chaîne. Et j'ai constaté hier, je conclue là-dessus, que la première chaîne, sur ma première chaîne que j'ai créée en novembre 2011, fin novembre 2011, eh bien, il y avait eu plus de 240 000 visionnements. Tandis que la deuxième, eh bien, le nombre est beaucoup moindre. Mais c'est pas grave. Et, j'ai perdu le fil de mon idée. Eh bien, donc, c'est ça. Vous pouvez vous abonner à la deuxième chaîne. Et puis, vous pouvez nous joindre également à cet atelier librairie, le Livre Voyageur, situé au 2319 rue Bélanger. Numéro de téléphone 514-736-0999. Vous êtes bienvenus pour voir les œuvres de Fabienne Rock qui sont exposées derrière moi. Et venez faire un brin de jasette si vous avez envie de discuter de Florence
Barclay ou de Paul Arène ou de Jacques Desgachons, tous trois auteurs au purgatoire. Merci, portez-vous bien, bonne journée à tous.